Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Charline de Mon Fils en Rose, avec qui nous allons parler de la parentalité décoloniale, antiraciste, dégenrée. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais faire un fémage tout particulier à Clémence Mouelé-Moukouri, la présidente de l'association Find Yourself. C'est grâce à son événement, le mois de l'empowerment, que j'ai eu l'occasion de rencontrer mon invité du jour. Ceci étant dit, Charline, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour à tous, bonjour Estelle, coucou Clémence aussi, merci beaucoup pour cette invitation. Donc je suis Charline, en effet, auteurice du blog et des réseaux associés Mon Fils en Rose, sur lequel je parle de parentalité décoloniale, antiraciste et dégenrée. J'y présente également une bibliothèque jeunesse relativement fournie, qui permet de présenter des représentations juste de nos enfants, que ce soit des représentations juste raciales, mais aussi des questions de genre, de sexualité, et toute autre minorisation dont nous subissons dans la société, que nous subissons dans la société. Et je suis donc également parent d'un enfant qu'on appelle Bouchou sur les réseaux, et qui a maintenant 7 ans. Donc ça fait 7 ans que je fais ça. Waouh! Ça commence à faire. Ouais, on l'a pas vu passer. Oui, en effet, le temps passe très, très vite. Merci pour cette petite présentation. Du coup, parce que j'aime bien, en tant que féminisme éducatif, pouvoir définir les termes clés du sujet. Donc, est-ce que tu peux, du coup, nous définir c'est quoi une parentalité décoloniale, antiraciste et dégenrée pour commencer cet épisode? Ce qui est un vaste sujet. Une parentalité décoloniale, c'est déjà une parentalité engagée qui s'inscrit dans les mouvements décoloniaux, qui vise donc à apporter ces réflexions et ces actions décoloniales également à la parentalité, à cette transmission dans l'éducation qu'on souhaite donner à nos enfants. L'idée, c'est vraiment de se réapproprier véritablement ce narratif qu'on nous a interdit et où on nous a imposé un narratif colonial, et afin qu'on puisse transmettre différemment à nos enfants une éducation dans laquelle on existe réellement, en dehors de ce prisme occidental impérial qui nous a été imposé. Ok, ouais, c'est très clair. Ouais. Ouais, il faut pas mettre d'étiquette sur les personnes parce qu'on est tous et toutes différents, quoi. C'est l'idée, en tout cas aujourd'hui, la colonisation, elle a des conséquences encore aujourd'hui. Je n'irai même pas jusqu'à dire qu'elle est terminée, hein, malgré différents processus de décolonisation et des indépendances durement gagnées. Il en reste, et donc les luttes sont encore là, et surtout les conséquences de plusieurs siècles, de 500 ans, je vais y arriver, de colonisation et de racisme, qui ont effacé plusieurs pans de l'histoire, et à différentes échelles géographiques. Eh bien, ça a encore des conséquences aujourd'hui, avec un discours qui est aujourd'hui universalisé, et des réalités qui seraient universelles, mais uniquement basées sur des réalités blanches, cis-hétéronormées, valides, évidemment patriarcale, parce que sinon ça n'en est pas, et évidemment capitaliste. Oui, de ce que je comprends, en fait, le problème, c'est qu'avec un discours universel, c'est qu'il n'y a aucune nuance et que tout est trop lisse que en faveur de personnes qui sont privilégiées, en effaçant les spécificités de tout le monde, parce qu'il n'y a pas que tout le reste des personnes non privilégiées. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir mener ce travail, parce que je pense aussi, s'il n'y a pas ce travail qui est mené, il y a aussi potentiellement des problèmes de légitimité. On n'a pas de rôle modèle à qui s'identifier, et après c'est plus difficile de pouvoir agir dans la vie puisqu'on ne sait pas si ce qu'on fait on peut le faire, si on est capable de le faire, puisqu'on n'a pas de représentation par rapport à ça, quoi.
Tu sais, quand on n'existe pas dans l'histoire, quand on n'existe pas dans les livres, quand on n'existe pas dans la science, quand on n'existe pas dans la médecine, quand on n'existe pas à l'école, comment est-ce qu'on se construit en réalité? Quand on ne se voit pas, comment est-ce qu'on se construit? Et quand notre histoire, elle est racontée par les autres, elle est biaisée, elle a été effacée, quand on a été invisibilisé de l'histoire, voilà comment on se construit quand on est toujours l'autre au final et que les normes, elles ne nous ressemblent pas. Elles ne sont pas faites pour nous. Et donc, c'est une aliénation qui fait qu'on se construit toujours différemment en n'étant jamais à notre place. Et donc, parce que typiquement, je n'ai ni ma place ici, ni ma place ailleurs. Il n'y a pas d'endroit parce que je n'ai pas d'autre ancrage, et ça, on pourra y revenir. Mais en réalité, c'est ultra déshumanisant. C'est-à-dire qu'au-delà de la légitimité, à se dire j'existe et j'ai mes spécificités, je ne suis pas un bloc monolithique, quelle que soit l'étiquette qu'on y pose, que ce soit une étiquette raciale, que ce soit une étiquette de genre, que ce soit une étiquette validiste. Et en fait, on existe en dehors de ça, et donc en réalité, c'est déshumanisant, en réalité, de n'être que des étiquettes et rien d'autre que des stéréotypes et derrière des préjugés qui nous font subir toutes les oppressions et les discriminations systémiques de notre société. Merci beaucoup pour apporter, ces précisions. C'est hyper important, bah, du coup, ton travail, de sensibilisation à ce propos et du coup, c'est sûr que ça m'amène comme question, toi, du coup, comment tu as fait pour te construire dans cette société et quel a été ton cheminement, bah, pour créer, Mon Fils en Rose? Alors c'est un long chemin, qui n'est sûrement qui est loin d'être fini d'ailleurs. Euh, Se construire dans cette société, c'est déjà. Enfin, moi, j'ai grandi dans une société où je ne me voyais pas, et donc où je n'avais pas de représentation, si ce n'est des représentations très caricaturales, et donc racistes, évidemment, avec une exotisation euh, et un amalgame de toutes les cultures asiatiques qui pouvaient être et qu'on mettait tout en même temps et qu'on mettait bah tiens ça c'est pour toi, sachant que il faut le dire dès maintenant, l'Asie aujourd'hui, tout ce qui est associé à ce qui est asiatique ne concerne, en tout cas dans notre société, que l'Est et l'Asie du Sud-Est à la rigueur, donc vraiment les pays, les grands pays là majoritaires, encore une fois, où on peut se poser d'ailleurs les questions de domination là aussi, mais c'est un autre sujet, je vais le dire souvent. Et, euh, et donc, comme n'étant pas d'ici, moi je me suis construite comme n'étant pas d'ici, en essayant de me raccrocher à une culture qui n'était pas non plus la mienne. Il faut savoir que moi, ma famille, c'est de multiples immigrations successives, de la Chine à Madagascar à la France. Et donc, concrètement, mon enfant est le premier enfant depuis 4 générations à naître sur le territoire de ses parents. Et c'est pareil du côté de son autre parent. Donc, à une génération en moins, je crois. Donc, quel ancrage là-dessus? Et à chaque fois qu'on me dit, par exemple, tu viens d'où? Je dis alors, vous avez combien de temps devant vous? Parce que ça peut être très très long. Et encore pire quand on me dit retourne chez toi, il n'y a pas. C'est-à-dire que pour le coup, littéralement, j'ai pas. Donc voilà. Non pas que ce soit ok évidemment pour des personnes qui auraient d'autres endroits où aller qui seraient d'un autre intérêt par rapport à la France, mais euh, donc c'est comme ça qu'on se construit. On se construit en étant l'autre, encore une fois, et donc en ne se voyant pas. Et et, euh, et donc pour le coup, moi je me suis construite assez tard en redécouvrant une communauté est-asiatique notamment, que j'ai longtemps fui comme de nombreuses personnes dans mon cas. Et donc c'est vrai que eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre certaines dynamiques, à me réapproprier certains éléments de ma culture que j'avais complètement effacés. Et c'est aujourd'hui quelque chose que je ne veux pas transmettre justement aussi à mon enfant. En tout cas, ces doutes sur tout ce qui nous appartient.
parce que on est autant des différents pays qui nous ont caractérisés et que nos familles ont parcouru. On est autant de tous ces pays que français en réalité. Voilà, et a fortiori dans l'actualité qui nous concerne aujourd'hui et depuis un moment maintenant, mais sur les questions de nationalité, d'origine, voilà. Donc souvent, moi je dis en premier lieu d'ailleurs qu'on est française, et c'est ce que je dis souvent aux gens qui me demandent tu viens d'où. Donc ça, c'est une construction toujours d'être, encore une fois, d'être l'autre et d'être pas à sa place. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce qu'en effet, je prends cette place. On me l'a pas laissé, hein. Voilà, et donc je prends cette place et et je la donne à mon enfant pour qu'il n'y ait pas ce doute et pour que, en tout cas, on arrive à construire une confiance suffisamment solide sur sa petite personne pour que il n'y ait pas ce moment où la première fois que vraiment tu subis un racisme bien dégueu, tu sais pas quoi répondre, tu doutes, tu te remets totalement en question et t'es complètement figé par ce moment. Et moi, je m'en souviens très très bien à l'école primaire de ce moment, de ce premier moment. Euh, et je dis pas que mon enfant n'en a pas vécu, loin de là justement, mais elle a su répondre. Elle a su répondre et remettre, alors pas forcément avec tous les mots, un explicatif, un argumentaire. Il faut imaginer, hein, face à des maîtres et des maîtresses, face à des animateuristes de centres de loisirs, euh, un enfant de 4 ans qui vous dit que cette chanson elle est raciste. C'est voilà. Sauf qu'il y a eu une réponse. Alors au début on l'a pas cru, au début on a été provoqué, etc. Mais il y a eu une réponse et il y a eu du soutien de notre part où on est allé et on a dit ouais si bah en fait là nous on a expliqué parce que nous on avait les mots d'adultes mais mais j'espère qu'il n'y a pas eu en tout cas ce moment où on est un peu tétanisé face à cette première oppression. Bah, merci beaucoup pour tous ces partages et de ce que je comprends, en fait, c'est très beau parce que tu as donné les outils à ton enfant pour qu'il puisse se défendre face bah, au racisme qu'il peut subir. Donc c'est très beau. Ça lui permet aussi d'avoir du répondant et de pouvoir, bah, pouvoir se défendre et d'avoir confiance. Donc c'est hyper important. Et en fait, en t'écoutant, c'est vrai que j'ai pas mal de questions qui ont cheminé dans ma tête. Donc je vais te les poser, il y en a plusieurs. C'est toi, bah, du coup, comment tu as fait pour trouver ton ancrage? Je me suis aussi posé une question quand tu avais dit que tu avais longtemps fui ta communauté est-asiatique. Donc, je me suis demandé pourquoi tu l'as fui et finalement, qu'est-ce qui a fait que tu as envie de la retrouver? Et enfin, comment tu as fait pour te réapproprier toutes tes identités? Parce que c'est un vaste sujet et je me dis que les personnes qui nous écoutent peuvent aussi être confrontées à ces problématiques parce qu'il y a la culture française, il y a leur autre culture et c'est pas forcément évident de pouvoir jouer avec tout ça, surtout que dans une société qui est pas toujours bienveillante, même s'il y a des gens qui sont super, mais c'est pas toujours le cas, hélas, et du coup, ça peut être dur de vouloir être 100% soi-même quand on a pas mal d'identités différentes. L'ancrage, je l'ai créé avec en fondant, je pense, ma propre famille et en essayant de replanter des racines euh, là où j'en avais pas forcément et de les rendre suffisamment solides, en tout cas sur ma famille. Et puis pour que mon enfant n'ait pas ce souci, alors ça réglera pas tout à un moment donné, mais c'est déjà en tout cas pour moi, un grand début. Deuxième question, c'était pourquoi j'ai fui ma communauté. Bah parce qu'il fallait être blanc, en fait. Parce qu'il fallait être blanc et que c'était la seule chose qui était autorisée euh, pour, euh, pour réussir. Et on s'entend sur ce que ça veut dire réussir. C'est encore réussir dans un sens très capitaliste. Mais en tout cas, c'était ce qui était acceptable aussi d'être.
tu vois, et pas de manger certaines choses ou d'avoir certains rites, certaines croyances. C'était de l'ordre de l'exotisme et comment du folklore presque, et en tout cas de ce qui pouvait amuser les autres, et ce qui n'était pas du tout en tout cas quelque chose d'assez noble pour pouvoir être parlé, ce qui est une aberration aujourd'hui, hein. Enfin genre vraiment j'ai honte d'avoir eu honte, voilà, même si je sais pourquoi et quelles sont les dynamiques qui m'ont conduit à ça, mais parce que même ma famille, il y avait ce côté-là où il fallait être blanc à l'extérieur et chinois à la maison. Mais au final, bah, dans un contexte 100% français, bah, forcément, avec une école républicaine qui te prône des ancêtres gaulois, enfin, on peut aller on peut tirer sur des clichés comme ça, mais forcément, eh bien, on se construit euh, presque aussi plus facilement en tant que personne, enfin en tout cas en tant que voulant s'intégrer à une communauté blanche qui de toute façon en réalité on s'en aperçoit après n'en a pas grand chose à faire. Voir c'est un faire valoir ou un token de diversité, donc comment token, c'est on en prend un et ça suffit largement pour représenter un peu tout le monde. Euh, cette exception un petit peu, voilà, qui fait croire à la proximité, à la blanchité, alors que pas du tout. Il y a tout un pan sur les questions de la minorité modèle aussi, hein, qui concerne les Est asiatiques, qui nous objectifient et qui nous déshumanisent en étant voilà, ces bons petits soldats au sein de la pyramide raciale, qu'il faut vraiment, ça là-dessus, questionner à une échelle vraiment communautaire sur les Est et Sud-Est asiatiques. Euh, et c'est comme ça qu'on y revient, c'est en se construisant, bah, on y revient et on se rend compte que c'est toute une partie de nous qu'on peut pas effacer en fait. Pour les personnes qui écoutent en podcast, ça se voit pas forcément, mais si les personnes nous voient, je ne peux pas le cacher. Voilà, et donc on m'y rapportera toujours, que ce soit sur le pli épicantique de mon œil, sur la forme de mon nez, voilà, il y aura toujours quelque chose et on n'a pas de doute. Donc en réalité, c'est pour ça qu'on se rapproche au final de ces communautés, de nos communautés initiales. C'est aussi parce que c'est là qu'on voit les vécus similaires, les ressentis similaires, les, les oppressions qu'on subit ensemble. Et donc c'est aussi une manière de soigner aussi des traumas de manière collective. Hmm. Et il y avait une dernière question. Comment t'as fait pour te réapproprier toutes tes identités? Oula. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai. Et bah ça s'est fait petit à petit et c'est peut-être pas fini. D'ailleurs, parce que forcément, il y a tellement de choses qui nous ont été interdites. Euh, j'ai commencé mes engagements à travers un féminisme assez blanc. euh, Mainstream, et ça arrive à des gens bien. Et donc, on a, voilà, qui petit à petit m'a amené vers un féminisme intersectionnel dans lequel je me suis évidemment beaucoup plus reconnue, avec un asioféminisme, donc vraiment qui permet de prendre en compte les problématiques à l'intersection des questions féministes et des questions asio-militantes, et qui est même devenu pan-asia-féministe, puisque dans le panasiatisme, il y a eu une histoire du panasiatisme qui n'est pas un copier-coller du panafricanisme, il faut le savoir. Il y a eu une histoire du panasiatisme durant les luttes décoloniales, notamment avec des conférences regroupant des féministes de la Palestine au Japon pour justement
mener des réflexions et des actions décoloniales. Donc c'est un vrai sujet et avec de nombreux ADELF, on s'en réclame de ce panasiatisme. Euh, et donc de ce panasiaféminisme. Euh, et puis petit à petit, je pense que en effet, ça ne peut se faire, enfin en tout cas pour moi, ça n'a pu se faire que progressivement. Et depuis que j'ai pu faire la paix justement avec cette identité raciale, l'accueillir et la, la valoriser, la glorifier même parfois. Et bien d'autres sujets sont arrivés. La question de la non-binarité est un sujet dont je parle beaucoup aussi sur mon blog, puisque c'est aussi une identité que j'ai accueillie depuis quelques années maintenant. Je regarde la date. Voilà, ouais, si, ça fait 3 ans que j'ai fait ce coming out et que donc on va rester sur une question décoloniale. Et donc, beaucoup se posent cette question, et j'ai souvent cette question de oui, mais en fait, nous on était là pour l'antiracisme, et en fait, ou à la rigueur un peu dégenrer l'éducation sur filles-garçons, mais, euh, mais là aujourd'hui, il y en a beaucoup que pour des queers, et en plus des queers racisés, c'est niche. Et, et donc, et en fait, il faut vraiment comprendre que la non-binarité ou la transidentité ont toujours existé partout. Et encore une fois, ce sont des identités qui ont été effacées et invisibilisées de l'histoire pour répondre aux normes cis-hétéros de la blanchité, de la colonisation. Et on retrouve sur tous les continents, mais vraiment, si pour parler sur le continent par exemple asiatique, on va retrouver les hijras évidemment en Asie du Sud, plutôt dans l'Inde, comment euh, euh, les Bissous en Indonésie, les Dongko qui sont des chamans vietnamiennes. Enfin, donc il y a des traces qu'on arrive à retrouver, et on n'est pas aidé pour ça. Et donc, en tout cas, rappeler que cette transidentité et cette non-binarité, elle n'existe pas, elle n'a pas été inventée ici par l'Occident tellement déconstruit sur des questions queer, euh, après avoir imposé la cis-hétéronormativité partout avec notamment le christianisme. Et donc non, ça existait, on est là, on a toujours été là, et on va continuer à être là. Encore une fois, merci pour tous ces partages. Donc, de nouveau, j'ai des questions à te poser, évidemment, et des petits commentaires. Bon, déjà, c'est vrai, ce que je retiens par rapport à ton expérience, c'est que c'est vrai que malheureusement, il manque encore cruellement d'empathie et de bienveillance dans ce bas monde. Et je pense que, parce que je dis souvent que le monde se porterait bien mieux s'il y avait plus d'empathie et bienveillance, parce que justement, euh, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont pas dans cette démarche d'essayer de comprendre l'autre. Ils sont plus dans la haine, dans se focaliser sur ce qui nous sépare plutôt que ce qui nous rapproche. Et c'est vrai que c'est assez triste comme constat par rapport à cette humanité. Donc c'est chouette de pouvoir avoir des personnes comme toi qui s'affirment telles qu'elles sont pour pouvoir inspirer l'exemple, et qui puissent avoir d'autres personnes qui puissent avoir ce même déclic, qui peuvent même faire ces coming out, parce que c'est hyper important. Et du coup, bon, dans mes petites questions que je vais rebondir, et tu parlais de soigner les traumas de manière collective. Du coup, comment ça se passe concrètement? Et après, j'ai d'autres questions à te poser, mais plus en cadre de définition, parce que j'ai un féminisme éducatif, et tu as parlé de féminisme intersectionnel, de panasia féminisme, d'adelph, de non-binarité, de transidentité. Et du coup, j'aime bien pouvoir définir tous ces termes pour les personnes qui nous écoutent. Bien sûr. Déjà sur la question de l'empathie, pour moi l'empathie ça doit être un outil politique aujourd'hui. On en parle beaucoup, c'est devenu un vrai sujet aujourd'hui, des questions d'empathie, de sensibilité, d'hypersensibilité. L'empathie, c'est
un outil politique qui sert en effet à se mettre à la place de l'autre et à comprendre que l'autre est un être humain. Pas simplement juste parce qu'on est tous des êtres humains et qu'on est libre et égaux en droit. Ce qu'il faut voir, c'est que dans cet aspect décolonial et dans ces luttes décoloniales, ces réflexions et ces luttes, euh, euh, il y a quelque chose qui s'est perdu chez notamment les personnes blanches et qui est cette empathie. On le dit souvent, ça se transmet, les choses se transmettent aussi de génération. On ne peut pas avoir été depuis 5 siècles en haut de la pyramide raciale, et même plus de la pyramide des privilèges, là, de la pyramide de pouvoir, au-delà de ça, et ne pas s'être un peu perdu en écrasant les autres. Et je ferai pas l'affront, mais Césaire, de faire des citations approximatives, mais véritablement dans le discours sur le colonialisme, et Césaire le dit bien mieux que je ne le dirai jamais, sur le fait que le colon s'abrutit, et s'abrutit dans un sens véritablement de devenir une brute, tellement il ne voit plus l'humain, il ne voit plus que la bête dans l'autre, et en fait, il devient lui-même une bête. Et donc, c'est un vrai point, et on le voit sur les actualités aujourd'hui. Si on doit citer le Kanak, le Congo, la Palestine, quand on voit une oppression et une dynamique de pouvoir et un ascendant l'un sur l'autre, enfin, voilà, et donc une politique coloniale de l'un sur l'autre. Enfin, et on se dit c'est inhumain, mais c'est ce qui a été construit et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qui était à l'époque. C'est juste et quand on retrouve des archives, c'est ce qu'on voit sur cette déshumanisation et sur le fait que les colonisés n'étaient plus que des animaux. Et donc, véritablement, aujourd'hui, il y a un vrai travail, et moi, souvent, je dis, dans ce travail d'allié, que beaucoup souhaitent de manière vraiment euh, même active, enfin voilà, il y a déjà, en effet, ce passage à l'action. On est sur un verbe, hein, voilà, plus que sur un état de fait. Et il y a vraiment ce rapport à la réhumanisation via l'empathie et de comprendre ce que c'est que de vivre certaines oppressions racistes, sexistes, LGBTQ-phobes, putophobes, validistes, grossophobes, face à ce que c'est au quotidien et pas juste à l'inverse d'être vexé, d'être même blessé. Quand on dit ça c'est raciste, voire même tu es raciste. Voilà, ça c'est un vrai sujet. Et en fait, l'oppression, elle est pas, la dynamique, elle est pas la même. Et donc là, il y a un vrai sujet sur l'empathie aujourd'hui pour les alliés de comprendre ce que ça veut dire et comprendre, ça veut dire travailler sur nos propres oppressions évidemment, sur nos biais euh, et euh, et ne pas avoir besoin de voir pour croire, en fait. Le je te crois, il n'est pas valable que pour les femmes blanches qui subissent des violences sexistes et sexuelles. Donc, il doit être beaucoup plus général que ça quand on vit des oppressions systémiques. Voilà. Et les personnes qui en vivent des oppressions systémiques, eh bien, elles ne sont pas exemptes aussi d'en produire, hein, d'ailleurs. Il faut se le dire. Moi, je dis régulièrement que je suis raciste, je suis sexiste, je suis grossophobe, putophobe, LGBTQ-phobe, enfin, vraiment validiste. Et donc, en fait, c'est parce qu'on a intégré ces biais, qu'ils sont là partout dans notre société et qui demandent un effort considérable pour être déconstruits, que ce soit dans nos modes de pensée, que ce soit dans notre vocabulaire, dans notre langage, que ce soit dans nos actions. Et donc, c'est là où l'empathie est un vrai outil politique, est un engagement politique pas de prendre pitié ou d'entrer dans une compassion, mais d'entrer vraiment dans l'action décoloniale et de se dire comment je fais maintenant pour que ça s'arrête, en fait, enfin, que les oppressions s'arrêtent et qu'on ait davantage de justice sociale. Hmm.
Oui, c'est hyper important, tout ce que tu nous dis. Donc, du coup, merci de ce partage, parce que c'est important de pouvoir replacer, l'humain au centre de tout et c'est vrai que l'empathie, c'est quelque chose même qui devrait être travaillé, je pense, dès le plus jeune âge parce qu'on devrait avoir des cours d'empathie à l'école. Enfin, c'est très bien d'avoir des mathématiques et cetera, mais des cours d'empathie, de se mettre à la place de l'autre, d'apprendre à gérer ses émotions, c'est vrai que c'est des compétences, enfin des choses qui sont capitales pour la construction de l'être humain qu'on sera, du futur citoyen, future citoyenne de demain. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont pas forcément transmises de la bonne manière, alors que l'éducation aurait vraiment un rôle à jouer à ce propos-là, quoi. Absolument, mais qui doit sortir de la morale. C'est-à-dire que l'oppression, la discrimination, c'est en dehors des questions morales. C'est-à-dire que c'est pas t'es pas raciste, t'es gentil, et t'es raciste, t'es méchant. Le racisme et toute autre oppression systémique, elle n'est pas basée sur cette binarité du bien et du mal. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont factuelles. On peut être quelqu'un de très gentil et dire énormément de choses très racistes ou faire des choses très racistes. On peut avoir toutes les bonnes intentions du monde et être extrêmement transphobe. On peut, voilà, et l'intention, elle est inopérante dans les questions de discrimination et d'oppression systémique, puisqu'en fait, encore heureux que vous n'avez pas voulu être méchant. Enfin, ce n'était pas mon intention dans des excuses. Je suis désolée de dire ça de tout blanc, mais c'est nul. C'est-à-dire, heureusement que vous n'avez pas voulu blesser la personne. Il manquerait plus que ça, quoi. Donc, mettre ces espèces de conditions, notamment, je pense à des excuses ou voilà, euh, ça n'a pas de sens. Les oppressions, les discriminations, c'est des choses factuelles et donc qui doivent se résoudre de cette façon et qui ne doivent pas être prises personnellement par la personne qui l'a fait. La personne, elle doit s'excuser, elle prend acte, enfin elle doit s'excuser, elle doit présenter ses excuses, prendre acte, comprendre, ne plus recommencer à minima, voire être reconnaissant de grandir de cette situation. Et en face, la personne qui a subi déjà ne doit rien, ni pardon, ni rien, mais et ça sera à cette personne de décider. Mais véritablement, euh, il faut sortir de ce racisme moral, de ces oppressions systémiques morales, de cette transphobie morale, de cette grossophobie morale, c'était pour ton bien, euh, parce que en fait, c'est pas une question de gentil méchant. Voilà. Et donc les cours d'empathie, c'est un petit peu la difficulté, c'est de voir ce qui est mis derrière. Ça, c'est un peu comme les formations à la laïcité, tu vois. Et donc, vraiment voir. Mais et donc, c'est des vrais sujets. Et moi aujourd'hui, enfin, quand on aborde, je vois à l'école, hein, enfin les premières leçons d'histoire, d'éducation civique et morale, justement. Alors oui, c'est bien de pas vouloir être méchant, mais ça suffit pas en fait. Ça ne suffit pas aujourd'hui pour mettre fin à des systèmes d'oppression qui se renforcent, que ce soit genre, race, classe, qui se renforcent entre eux depuis plusieurs siècles. Donc oui à l'éducation à l'empathie, mais encore une fois comme un outil politique avec une éducation à l'esprit critique. Oui, je te rejoins tellement sur l'éducation à l'esprit critique. Ça fait partie des valeurs de matrimoine féministe. C'est quelque chose qui me semble tellement important parce que surtout avec les réseaux sociaux, en fait, on n'est pas forcément capable entre guillemets de pouvoir remettre en cause ce qui est dit parce qu'en fait ça vient tout cuit d'un coup sur les réseaux, ça pop, en plus c'est très court donc c'est très très dur de pouvoir vraiment avoir un avis sur un sujet avec 10 slides ou 90 secondes et du coup c'est une compétence hyper importante et du coup pour revenir aux mots-clés à définir, parce que c'est partie de l'esprit critique également, donc si vous pouvez nous définir le féminisme intersectionnel. Donc, féminisme intersectionnel. Alors pour ça justement, se renvoyer à Kimberly Crenshaw ou Bell Hooks, qui sont donc des afroféministes autrices qui ont vraiment travaillé sur ces sujets et défini ces sujets. Donc le féminisme intersectionnel, c'est le fait de pouvoir prendre en compte les différentes oppressions donc, qui interviennent à l'intersection des différents systèmes.
Donc, c'est pas de prendre le féminisme simplement, c'est de prendre le féminisme, les questions de féminisme au regard de telle, par exemple, de telle race sociologique, de telle comment genre autre que d'ailleurs le féminisme, c'est là où on va parler par exemple pour les questions de race, d'asioféminisme, d'afroféminisme ou de transféminisme sur les questions par exemple de transidentité. Et donc c'est de dire que euh, être une femme dans l'absolu, beaucoup de c'est beaucoup de problèmes dans notre société, euh, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que être une personne noire dans notre société, c'est aussi énormément de problèmes, mais ça suffit pas parce qu'en fait, une fois que quand on est une femme noire, eh bien c'est je vais dire 2 fois plus de problèmes face à notre société, mais voire encore plus, puisque c'est pas juste l'addition d'eux. Par exemple, on va parler de misogynie noire exprès pour ce type d'oppression. Et donc, c'est encore des oppressions supplémentaires qu'on subit et qui vont pas toujours dans le même sens. C'est-à-dire que typiquement, pour les personnes racisées, notamment les personnes perçues comme femmes et qui sont nues d'ailleurs des femmes noires, hein, la question de l'agressivité, elle est démultipliée de par la racisation par rapport à une femme blanche qui va être beaucoup plus perçue comme faible face à, en tout cas quand on les met aussi en opposition. Donc il y a vraiment des perceptions qui sont très différentes et c'est important de vraiment pouvoir en tenir compte en réalité parce que c'est nos réalités et c'est nos ancrages. Mmh. Bah, merci pour cette première définition, elle est très claire. Bon, je vais pas les commenter parce que sinon le podcast durera trop longtemps, donc on va faire définition par définition. Alors la seconde, tu as parlé de Panasia-féminisme, donc tu peux aussi nous le définir. Alors, c'est une forme de féminisme intersectionnel qui qui se réfère donc à l'Asie et notamment à l'Asie de manière panasiatique, donc sur l'ensemble du continent asiatique et pas seulement sur la perception de l'Asie est et sud-est asiate comme on peut en avoir occultant tout le sud, l'ouest et le nord. Et donc ça se réfère à l'ensemble du continent, de la Palestine jusqu'au Japon, de la Russie jusqu'à l'Indonésie. Vraiment de haut en bas et de gauche à droite. Ça marche très clair. Du coup, dans la suite des définitions, tu as parlé d'adelphe, donc de mémoire, c'est quelque chose qui se rapporte à la delphité, donc tu pouvais définir... Absolument. Une personne qui est adelphe, c'est le terme en fait épicène, c'est-à-dire qui s'emploie, quel que soit le genre, pour frères et sœurs. Donc c'est l'adelphité qui est le terme alors inclusif ou neutre, je n'aime pas ça, mais en tout cas qui est le terme épicène pour répondre à la sororité ou à la fraternité. Pourquoi, juste, je vais le dire quand même, parce que bon, pour moi, il n'y a rien de neutre à utiliser un langage spécifique et à inventer de nouveaux mots et à les utiliser, puisque déjà tous les mots ont été inventés, ça sert à ça, c'est une langue vivante, le français, n'en déplaise à nos vieux académiciens. Et, euh, et donc oui, épicène euh, a pour définition le fait que c'est un terme qui est utilisé et pour le masculin et pour le féminin et donc également pour une certaine non-binarité. Pour sortir de cette binarité, j'ai un problème avec l'inclusion parce que l'inclusion, pour moi, implique, pour moi et pas que moi, mais implique une dynamique de pouvoir d'inclure. C'est-à-dire qui inclut qui dans l'inclusion. Et donc, encore une fois, on rejoue sur cette centralité qui va être capable d'inclure des personnes externes, les autres, à intégrer et à être validées dans cette dynamique. Donc c'est pour ça que pour moi j'ai une difficulté avec j'ai une difficulté, je n'utilise pas ce terme. Et de la même manière pour la neutralité, d'utiliser un langage par exemple neutre, pour moi il n'y a rien de neutre à utiliser Yel, à utiliser Adelph, à utiliser des accords, des nouveaux noms. C'est un engagement politique. C'est extrêmement politique. Et donc, j'entends le fait que c'est ni féminin ni masculin et donc c'est neutre,
Mais en réalité, étant donné que dans notre langue, il n'y a pas de neutre reconnu comme il peut y en avoir, notamment par exemple en allemand, eh bien, ça perd son sens et la neutralité dans notre système, dans notre société, et ben justement, c'est pas ça. La neutralité, c'est le fait justement de lisser ou d'effacer, etc. Là où c'est un fort engagement politique, justement, de créer et d'utiliser les bons termes ou des nouveaux termes. Mmh. Bah, merci pour ces précisions. Juste avant d'embrayer avec une prochaine définition, c'est parce que quand tu as parlé que tu n'avais pas le terme d'inclusion, donc j'entends vraiment tes arguments, mais du coup, je me demandais, toi, qu'est-ce que tu préférerais utiliser comme terme et qu'est-ce qui ferait sens pour avoir plus d'égalité, voire d'équité dans ce cadre-là? Le collectif PAF, PAAF, donc Panadia Féministe, avait une réflexion extrêmement poussée sur le sujet et avait proposé le terme de constellaire, qui permettait d'avoir une approche qui était décentrée avec plusieurs centres et donc pas seulement une seule dynamique vraiment d'aller vers ce centre et d'être inclus par cette dynamique de pouvoir central qui t'accepte ou pas, parce que qui dit dynamique d'inclusion dit forcément dynamique d'exclusion, forcément. Et voilà, d'avoir plusieurs centralités déjà, donc de décentrer nos dynamiques et donc de disperser ce pouvoir et de travailler plus sur un système d'alliance. Et l'idée constellaire était assez imagée et voilà, j'ai toujours beaucoup apprécié ce terme. Je sais qu'il a pu être repris par certaines personnes et donc c'est plutôt chouette. Ah bah trop bien de le partager, j'avoue que je le connaissais pas du tout, donc je suis très contente d'apprendre un nouveau mot grâce à ce podcast. Donc merci du partage. Et dans la suite de mes petites définitions, du coup il y a la non-binarité. Et je crois qu'il y avait la transidentité aussi, c'est ça? Et la transidentité, ouais, Ça c'est va ça. aller ensemble. Alors, la transidentité et la non-binarité, ce sont des termes parapluies. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre assigné à leur naissance, donc souvent masculin ou féminin, et qui donc transitionnent vers soit un autre genre, soit pas de genre, soit quelque chose de beaucoup plus fluide que cette binarité de genre. Et donc c'est là où il y a donc, cette transidentité. La définition de la transidentité, c'est ne se reconnaît pas dans le genre assigné à la naissance, personne trans, personne transgenre. Et la non-binarité, c'est ce spectre spécifique où les personnes ne se reconnaissent pas strictement ni dans la masculinité, ni dans la féminité. Ne sont ni complètement des hommes, ni complètement des femmes. Et le spectre est assez large, il n'est pas étendu sur une ligne, il est plutôt très très fluide justement, qui va de personnes vraiment bigenres, qui se sentent moitié-moitié, des personnes gender fluides ou des personnes âge, donc dont le genre évolue en fonction de comment elles se sentent, à même à-genre, donc des personnes qui ne se reconnaissent dans aucun genre. Voilà. Donc souvent on dit que la non-binarité est parce qu'il y a plusieurs non-binarités, donc est un parapluie sous la transidentité. Après il y a débat et comme être transgenre c'est aussi sortir de la non-binarité. Moi j'aime bien mettre l'autre parapluie au-dessus, mais c'est pas un vrai sujet aujourd'hui. Ok, hyper intéressant tout ce que tu nous dis. Ce serait clairement l'objet d'un autre épisode parce que ce serait quelque chose à pousser en profondeur. Ce serait hyper passionnant. Il faudrait que je me renseigne pour ça. Ou même tu pourrais revenir, hein, clairement. Avec plaisir. Et j'ai aussi un dernier terme, ce que tu as évoqué. Je me suis dit ça peut être aussi intéressant de le définir. C'est la grossophobie. La grossophobie, c'est le système d'oppression qui je sais que c'est pas souvent dit comme ça, mais moi je préfère dire qui s'attaque en réalité aux personnes grosses. Et donc c'est dans tous les pans de nos vies, puisque I'm one, donc dans tous les pans de nos vies où les personnes grosses sont déshumanisées, altérisées, ce sont les autres
voilà, qui en plus ne feraient pas d'efforts, etc. Et sont en plus des personnes niaises et ou horribles, méchantes. Euh, et donc en fait, mais qui au bout bah, ne vont pas pouvoir s'habiller correctement, ne vont pas pouvoir se faire soigner correctement, parce que ce sera toujours le premier prisme. Tu vas chez le dentiste et en fait on te dit que bah, parce que t'as une rage dedans et genre on te dit bah ouais mais en fait genre vous êtes une personne trop grosse. Je vois pas le rapport. Enfin voilà. Et donc en fait on est bah, notamment mal soigné pour rester sur ce sujet. Donc c'est vraiment une discrimination qui est subie au quotidien là aussi encore une fois qui est systémique où on va valoriser toujours les personnes minces. Voilà. Bah, merci encore aussi pour cette nouvelle définition de terme. Et avant de passer à la conclusion de l'épisode, c'est vrai que j'avais une autre question par rapport à ce que tu avais dit beaucoup plus haut dans l'épisode où tu disais que tu avais fait la paix avec ton identité raciale et que tu la glorifies maintenant. Donc, j'aimerais bien connaître à ce sujet ton cheminement et si tu as des conseils aussi pour les personnes qui nous écoutent qui ont du mal à faire la paix pour permettre de faire la paix également. Alors, j'ai fait un long chemin individuel. Euh, qu'on pourrait. Alors, pour la question de mon identité de genre, notamment, qui est vraiment un communine, mais qu'on pourrait appliquer sur le reste, et qui s'est fait petit à petit, où j'ai commencé à accueillir mon corps, où j'ai commencé à accueillir qui j'étais, à accueillir mon héritage familial, à accueillir. Et au bout, tout ça m'a amené, je pense, c'est pour ça que je parle vraiment de progression, tout ça m'a amené à accueillir sereinement, notamment ma non-binarité par rapport à mon corps, par rapport à mon histoire. Et donc ça, il y a une partie qui est un chemin individuel de beaucoup de questions. Euh, Parce que c'est difficile d'aller au-delà, de passer. Et puis on n'existe tellement pas dans ce qu'on voit dans nos recherches seules que il n'y a aucune crédibilité envers soi-même. Voilà, déjà c'est cette première question. Et, euh, et puis en fait, on finit par trouver une personne, et puis deux, et vraiment, je pense que l'affirmation pleine et entière jusqu'à la valorisation et la glorification, je sais pas si je me glorifie réellement, mais peut-être qu'il faudrait. Mais en tout cas, elle est passée par la communauté. Et je crois que tu avais justement cette question sur le soin communautaire et je pense qu'on reboucle là-dessus. Euh, Elle est passée par la communauté et justement par des adelphes qui me ressemblent, qui vivent les mêmes choses, qui ressentent les mêmes choses et pas forcément à 100% parce que c'est aussi ça justement cette richesse, c'est de pouvoir avancer et d'échanger et de continuer et à avancer et donc ça passe par là, ça passe par des groupes de parole en non-mixité, ça passe par le collectif militant aussi, ça passe par la thérapie. Voilà, à une échelle un peu moins collective, mais ça passe aussi par la thérapie. Il faut glorifier la santé mentale. Voilà, ça par contre, ça aucun doute là-dessus. Euh, et donc, euh, et donc, c'est un vrai. Il faut trouver son petit groupe d'adelphes, voilà. Ça peut être plusieurs petits groupes avec toutes tes identités, mais de comprendre ce que c'est que d'être une personne non binaire, comment bisexuelle, racisée, parent, grosseux. Enfin, en fait, il y a quand même beaucoup de choses, donc des fois tout le monde se retrouve pas, mais c'est aussi toute cette richesse et cette importance de pouvoir avoir des gens qui nous comprennent, qui nous font grandir. C'est très beau ce que tu nous dis. Du coup, merci pour toutes ces pistes. Et je te conseille d'écouter. Je sais pas quand il va sortir au moment où j'enregistre l'épisode, mais je te conseillerais d'écouter l'épisode avec Mélanie Vijayaratnam de psychologie transculturelle, puisque ça fait sens avec tout ce que tu as dit. Enfin, ça fait un pont de ouf. Ça ne m'étonne pas du tout de Mélanie. Trop bien. Du coup, là, on va passer à la conclusion de l'épisode. Est-ce que, du coup, tu aurais un mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Waouh.
Euh, je pense que je pense que s'il y avait un truc à retenir de cette parentalité décoloniale, c'est de se réapproprier notre narratif, notre histoire, la manière dont on la raconte, son ancrage par rapport à nos vies, à ce qu'on vit encore aujourd'hui et comment on souhaite le transmettre à nos enfants. Vraiment pour aussi bâtir cette confiance. Parce que malheureusement, et ça je me sûrement que d'autres l'ont dit dans ton podcast, mais on va pas pouvoir les protéger tout le temps. Et elles vont devoir sortir de notre cocon. C'est déjà le cas hein, pour moi, mais genre, quand il était plus petit, j'étais genre oui, non, 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 je vais le garder. Et non, en fait, on va pas pouvoir et on peut pas. Et surtout, on peut pas les protéger d'elles-mêmes parce que c'est pas ça qu'il faut faire. Je sais qu'on a peur, je sais que nous on a beaucoup de questions sur les questions d'affirmation de genre. Euh, et en fait, il y a des choses dont qu'il vaut mieux travailler sur l'affirmation et la confiance. Garder cet espace de bulle de sécurité évidemment à la maison. Mais dehors, on n'a pas d'autre choix que de les outiller. J'aime plus trop utiliser le mot armée parce que j'espère encore une révolution pacifiste, même si j'y crois de moins en moins. Et que des fois, il faut se défendre physiquement. Mais les outiller à vivre dans notre société aussi. Ça ne veut pas dire les empêcher, les protéger au point de les empêcher d'être elles-mêmes. Et ça, c'est un point extrêmement important. On m'en parlait encore une fois il y a pas longtemps. On est venu me voir en me disant ouais, mais moi, mon fils, il veut mettre une jupe à l'école. Je fais comment quoi. Et pourquoi pourquoi on irait le punir lui, en fait. Alors oui, c'est dur, ça va être dur, mais ce qu'elle a besoin, ou ce qu'il a besoin encore, c'est de notre soutien et de notre amour et de l'énergie. Alors oui, par contre, on va pouvoir intervenir auprès de l'école, on va pouvoir, voilà, des choses, peut-être prévenir l'équipe éducative, voilà, peut-être faire des points là-dessus, mais et c'est là où il faut investir l'école, les espaces où elles sont en dehors de chez nous. Mais, euh, mais pourquoi, pourquoi les punir d'être elles-mêmes en fait, au lieu de les soutenir? On n'irait jamais rien dire sur un enfant cis, sur un enfant hétéro, parce qu'on part du principe que tous les enfants sont cis hétéros. Voilà. Et on le rappelle s'il le faut, un garçon qui porte une jupe n'est pas forcément trans, n'est pas forcément non-binaire et n'est pas forcément en dehors de l'hétérosexualité. Voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est un point vraiment de travailler cette confiance, donc de reprendre notre narratif parce que discuter avec nos enfants, c'est aussi les considérer et arrêter de les infantiliser comme ils le sont déjà dans la société. Euh, infantiliser d'ailleurs ou suradultiser pour les enfants racisés, entre autres, en fonction de ce qui arrange la société, évidemment. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, je pense, pour nos enfants. Voilà. Et cette parentalité décoloniale, elle s'inscrit dans cette volonté, en tout cas celle que je porte, elle s'inscrit dans cette volonté. C'est très beau tout ce que tu viens de nous dire. C'est une véritable ode à l'amour envers ton enfant. Donc, j'ai rien de plus à ajouter car je trouve ça très très beau. Du coup, pour continuer à la suite de mes petites questions, qui sont tes rôles modèles? Alors, quand j'ai vu cette question, je me suis vraiment interrogée parce qu'en fait, j'en ai pas des masses. Ou alors, en fait, je suis assez euh, défiant face à la personnification de certaines luttes, notamment des personnes qui m'inspirent. Euh, je peux en avoir et ça va plutôt être des personnes de mon quotidien, des adelphes de lutte que je vois parler et qui m'inspirent et qui m'apprennent encore tous les jours alors qu'on peut discuter tous les jours. Et
Et donc, c'est plus, voilà, mes adelphes proches qui vont être plus des rôles modèles. Et je suis assez contre la personnification, l'individualisation notamment de certaines luttes ou de certains sujets, même s'il faut parfois rendre, comment on dit, j'allais dire rendre à César ce qui est à César, mais rendre aux Afrofemmes ce qui est aux Afrofemmes. Voilà, ce sera cette nouvelle citation. Non, je comprends complètement. En fait, on est toutes et tous badass à notre manière, donc c'est super. On peut trouver l'inspiration dans nos proches, même dans une personne qu'on connaît pas, qu'on voit parce qu'on se dit ouais, cette personne fait quelque chose que je trouve super, et c'est une bonne dose d'inspiration. L'inspiration est partout en fait. Et du coup, dans encore quelques petites questions, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Parmi les ressources, je dirais le conte et le livre Décolonisons-nous de Frank Lau, également qui doit être sorti ou qui va paraître Mécanisme du privilège blanc de Estelle du conte Semblant de rien. Plus lié vraiment à la parentalité, les questions de... Alors même si c'est pas... C'est plus lié à la parentalité. Les mythes sur l'adoption internationale de Joey Bourguin, par exemple. Hyper intéressant, vraiment, vraiment sur cette déconstruction, parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a vraiment toute cette question du sauveur blanc et vraiment beaucoup de choses à apprendre. Et puis peut-être Ceci n'est pas un livre sur le genre de Morgane Noam également. Tu parlais de quelques connaissances à avoir sur la non-binarité, sur la transidentité. C'est le livre parfait. Et aussi son conte, évidemment, mais genre vraiment ce livre qui vient sorti il y a quelques mois est une absolue pépite à avoir. Merci beaucoup pour toutes ces ressources. C'est vrai que oui, je l'ai vu passer, Ceci n'est pas un livre sur le genre. Je l'ai pas encore acheté, mais il fait partie des livres que j'aimerais découvrir parce que je connais son travail sur Instagram et je trouve ça très chouette. Donc voilà. Pour le coup, grande pédagogie sur là-dessus. C'est clair. Et du coup, dans mes 2 dernières questions, c'est que signifie le terme féminisme pour toi et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors je pense qu'on en a pas mal parlé sur le féminisme. Le féminisme seul m'intéresse assez peu. Parler des questions de genre sans y adosser d'autres oppressions et donc les discriminations spécifiques qui en découlent. Voilà, donc pour moi le féminisme ne commence à être intéressant que quand il sort justement du féminisme blanc, cis hétéro blanc bourgeois. Voilà. Et qui aimerais-tu voir au micro? Alors je connais pas déjà toute ta liste. J'ai fait exprès de pas tout regarder sur ce qui allait sortir, donc voilà, mais peut-être alors Morgane serait, enfin les personnes que j'ai citées auparavant pourraient totalement être voilà, notamment Morgane ou Joey et peut-être Diana de la Psychosocio sur Insta qui aborde notamment des questions de parentalité mais pas que d'un point de vue psychosociaux et psychosociologique et qui a beaucoup à dire. Voilà. Bah, merci pour ces recommandations. Bah, je sais que j'avais envoyé un message à Morgane pour l'interviewer, mais bon, c'est un grand compte Instagram, donc il faudrait plutôt envoyer un mail, je pense. Je pense que oui. Mais merci. En tout cas, je connaissais pas du coup Diana et Joui, et bah du coup, ce serait un plaisir de les interviewer également. Bah, en tout cas, bah, merci beaucoup pour cet épisode ensemble. Merci Estelle de l'invitation, merci pour ces échanges et merci à tout le monde et au plaisir d'échanger. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!